Bonjour à tous, allez on se lance dans un gros morceau du droit civil, la responsabilité extra-contractuelle. C'est la dernière ligne droite avant l'examen, alors l'objectif aujourd'hui, c'est de tout décortiquer ensemble pour que ça devienne limpide. Prêt? C'est parti. En fait, tout part d'une question toute simple. Imaginez la scène. Un pot de fleurs qui tombe d'un balcon et qui blesse un passant. On a un dommage, c'est clair. La grande question du droit de la responsabilité, c'est qui va payer? Qui va réparer les dégâts? C'est ce puzzle qu'on va résoudre ensemble. Voici notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases, comprendre la philosophie de tout ce système. Ensuite, on explorera les 3 grands régimes de responsabilité. Après ça, on s'attaquera au cas très particulier des accidents de la route et on terminera avec les astuces ultimes pour l'examen. Ok, avant même de parler d'articles de loi et de jargon juridique, il faut comprendre le but du jeu. Pourquoi tout ce mécanisme existe? Quel est l'objectif final? Et voilà le concept central, le cœur du réacteur. Il faut oublier la logique du droit pénal, où l'on cherche à punir un coupable. Ici, en droit civil, l'unique obsession, c'est la réparation. L'idée, c'est de faire comme si le dommage n'avait jamais eu lieu, de replacer la victime dans la situation exacte qui était la sienne juste avant l'incident. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'on appelle le principe de la réparation intégrale. Bien, passons maintenant au premier grand pilier, le plus logique, le plus intuitif, la responsabilité pour faute personnelle. C'est le socle historique de tout le système, fondé sur le fameux article 1240 du Code civil. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Quelqu'un marche dans la rue, la tête complètement dans son téléphone, et bim, il bouscule une autre personne qui fait tomber son propre portable. L'écran est cassé. C'est l'exemple parfait. On a un comportement imprudent, une faute, qui cause directement un dommage. Alors attention, pour que ce régime fonctionne, la victime a le fardeau de la preuve. Elle doit impérativement démontrer 3 choses. C'est la sainte trinité de la responsabilité pour faute. Un dommage, une faute et un lien de cause à effet direct entre cette faute et ce dommage. Si un seul de ces 3 éléments manque, eh bien l'action en justice tombe à l'eau. Du coup, c'est quoi une faute au sens juridique? Il ne faut pas imaginer un acte terrible ou malveillant. Non, non, une simple négligence, une petite imprudence, une inattention, ça suffit. Le droit nous dit que même la faute la plus légère peut engager la responsabilité de son auteur du moment qu'elle a causé un dommage. Allez, on passe maintenant à la partie qui change vraiment les règles du jeu. Le droit a compris qu'il était parfois très difficile de prouver une faute. Alors il a créé des régimes de responsabilité objectifs, où en fait on n'a plus besoin de chercher un coupable. Et ça, c'est une petite révolution. Et voilà la diapo la plus importante pour comprendre ce tournant. Regardez bien la différence. En responsabilité pour faute, la victime doit tout prouver. C'est à elle de ramer. En responsabilité objective, c'est l'inverse. La victime n'a pas à prouver de faute. La responsabilité est quasiment automatique si certaines conditions sont réunies. Ça change tout pour la victime, c'est beaucoup plus simple. C'est un point absolument crucial pour l'examen. Prenons la responsabilité du fait des choses. L'exemple typique, c'est le client qui glisse sur une feuille de salade au supermarché. Pour que le magasin soit responsable, pas besoin de prouver qu'un employé a été négligent. Non, il suffit de prouver que la chose, c'est-à-dire le sol devenu anormalement glissant, a joué un rôle actif dans sa chute. Le supermarché, en tant que gardien de la chose, est responsable. Point. C'est exactement la même logique pour la responsabilité du fait d'autrui. Imaginez un employé qui, pendant son travail, renverse son café sur un serveur informatique et grille tout. La victime, l'entreprise cliente, ne va pas attaquer l'employé. Elle va se tourner directement vers l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur est automatiquement responsable des dommages causés par ses salariés. Encore une fois, pas besoin de prouver une faute de surveillance. Ok, on fait une petite pause pour respirer et récapituler ces 3 grands piliers. C'est vraiment le moment de bien fixer les idées avant de voir quelques cas plus spécifiques. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour la faute personnelle, on a notre fameuse trinité dommage, faute, lien. Pour le fait des choses, on oublie la faute et on la remplace par la preuve de la garde et du rôle actif de la chose. Et enfin, pour le fait d'autrui, on se concentre juste sur le fait dommageable de la personne sous la responsabilité d'une autre. C'est clair, net et ça doit être un automatisme. Et cette logique de responsabilité objective sans faute, on la retrouve dans des cas encore plus spécifiques. Par exemple, pour les animaux, c'est simple. Le propriétaire est responsable des dégâts causés. Peu importe si l'animal s'est échappé. Idem pour les bâtiments. Si une tuile tombe d'un toit mal entretenu et blesse quelqu'un, le propriétaire est responsable. Ce sont juste des applications logiques du même grand principe. Allez, on passe maintenant à un régime vraiment à part.
C'est le plus protecteur de tous, une sorte de super exception qui a été créée spécialement pour faciliter la vie des victimes d'accidents de la circulation. Retenez bien cette date, 1985. C'est l'année de la loi Badinter. Une loi qui a complètement changé la donne en matière d'indemnisation en créant un régime qui est quasi automatique pour les victimes de la route. Et pour que cette loi magique s'applique, les conditions sont hyper simples. Il faut juste 2 choses. Premièrement, un accident de la circulation. Deuxièmement, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, qu'il soit en mouvement, à l'arrêt, peu importe. Ça peut être une voiture, un camion, mais aussi une trottinette électrique ou même une tondeuse à gazon autoporté. Et voici le cœur du système. Si un piéton, un cycliste ou un passager est victime d'un accident, il sera indemnisé pour ses blessures de manière quasi systématique. On ne veut pas lui dire « Ah, mais vous n'avez pas regardé avant de traverser ?» Non, la seule et unique exception, c'est la faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident. Et croyez-moi, en pratique, c'est rarissime. On arrive au bout de notre parcours. Il est temps de tout rassembler et de vous donner les dernières clés pour l'examen. Comment un responsable peut-il se défendre ? Et surtout, quels sont les pièges à ne surtout pas tomber le jour J ? Attention, ce n'est pas parce qu'on est désigné responsable que tout est fini. On peut se défendre. Il existe des causes d'exonération qui viennent casser le lien de causalité. Par exemple, la faute de la victime elle-même. Si elle a contribué à son propre dommage, son indemnisation sera réduite. Pareil pour le fait d'un tiers. Et enfin, le cas ultime, la force majeure. Un événement à la fois imprévisible et irrésistible. Là, le responsable peut être totalement exonéré. Allez, 2 conseils en or pour l'examen. Premier piège, confondre gardien de la chose et propriétaire. Ce n'est pas la même chose si on prête sa voiture à un ami, c'est l'ami qui en a la garde. Deuxième piège, l'erreur classique. Face à un cas de sol glissant ou de salarié maladroit, ne perdez pas votre temps à chercher une faute, c'est inutile. Concentrez-vous uniquement sur la preuve des conditions du régime objectif, la garde, le rôle actif, etc. Pour conclure, si on devait résumer toute la philosophie de cette matière en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le fil rouge, l'objectif ultime de tous ces régimes, c'est de ne jamais, ou presque jamais, laisser une victime seule face à son préjudice, sans indemnisation. Et je vous laisse avec une petite question pour rouvrir le débat. Ce système de responsabilité sans faute, qui est si protecteur pour les victimes, est-il toujours équitable pour celui qui doit payer alors qu'il n'a commis aucune imprudence ? C'est un débat passionnant qui montre que le droit est une matière vivante et en constante évolution. Allez, bonne révision à tous!